Bonjour, bonjour et bienvenue à la maison. Nous sommes ravis de vous recevoir. Eh ben, moi aussi. Lavez les mains. Vous avez déjà été curieux de savoir pourquoi est-ce que on vous appelait Jean de Dieu aussi? Je sais pourquoi, c'est mon père. D'accord. Alors, c'est une histoire que j'ai jamais racontée, en fait. Ma mère a perdu 2 enfants avant moi. C'est-à-dire que des enfants qui naissaient normalement, et qui, au bout de quelques mois, d'1 an, mouraient. Et moi, quand je suis arrivé, il m'a appelé Jean de Dieu, je suis resté. On s'est dit que vous allez entrer en fourneau. Ouais. Donc on a prévu que vous fassiez un plat. Oui, héros. Vous avez tous les ingrédients en face de vous. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Donc vous avez le watalif, le héros. Voilà, j'ai le watalif déjà là. Voilà. Donc on va se mettre. J'ai le héros là. On vous accueille à chaud. J'ai les écrivisses, j'ai les... Ah ben voilà, vous avez bien acheté l'autre là. Quant au piment là, je crois que je vais le mettre tout simplement. Bon. Voilà, vous avez des allumettes à côté et Oui. l'armoire en bas, il y a la bouteille à gaz. Oui. Donc vous pouvez commencer votre cuisine de suite. Mais j'ai besoin d'une autre assiette, d'un autre... Je voudrais retirer cette viande pour remettre quelque part. Ah d'accord, vous voulez faire autrement? Oui. Parce je fais pas que comme vous. d'habitude, on sait qu'on mélange directement le héros dans la viande. Non, laissez-moi faire à ma manière. D'accord, on va vous laisser faire à votre manière. Je vais faire à ma manière. Je voudrais retirer ça. D'accord, bon, ce qu'on va faire, c'est que juste dans la bassine où il y a le watalif, vous avez une autre bassine en dessous. Ah, voilà. Donc vous pouvez... Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vous voyez, il faut que je fasse ça d'une manière originale. D'accord. À la Momo. Comment on fait chez les Momos? Ok. Voilà, c'est ça. Vous avez l'habitude d'entrer en cuisine? Ouais, mes enfants préfèrent quand c'est moi. En fait, pas tout le temps, en fait. Hein. C'est que ma femme me reproche de dépenser vous voyez les allumettes? l'argent d'une semaine pour un seul repas. Parce que quand je viens, il y a trop de viande, il y a toujours trop d'un peu de tout. Je cherche les allumettes là. Il y a toujours un peu de... C'est juste au-dessus de la cuisinière. Non, non, juste là. Ah, voilà, ça y est. Donc du coup, Le deuxième bouton. Le deuxième, c'est oui, ça. La bouteille à gaz est déjà ouverte. Elle est déjà allumée. Hein. Oui. On va laisser poireauter. On va regarder que ça cuise bien, que ça cuise. Pour que le watalif fasse sortir de l'eau. Ouais, fasse sortir de l'eau. Ok. Parce que c'est avec cette eau-là qu'on va cuire. On n'a pas besoin de mettre de l'eau. D'accord. On va faire le watalif, va faire sortir tout d'eau. Et puis c'est après ça que nous allons... continuer avec le reste des ingrédients. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur le ministre, on pourrait parler un peu de vous. Ouais. Alors, on sait qu'après avoir été tour à tour à l'école publique de Bafou, Carrefour et au lycée de Tian, vous avez été admis vice-major à l'examen d'entrée au barreau du Cameroun en 1992. Oui. Alors, pourquoi cet amour pour le droit? Je sais pas, je crois que c'est le hasard de la vie, je pense. Hein. C'était pas véritablement un amour pour le droit. D'ailleurs, j'ai même refusé d'être avocat. Je trouvais que c'était trop compliqué. Qu'on va parler au milieu des gens et tout ça. Ah non, je voulais pas ça. Je me disais, je pourrais pas. D'accord. Ouais, je me disais que parler au milieu des gens comme ça. Et d'ailleurs, la première fois fut un fiasco monumental. Racontez-nous. C'était le 16 février 89 à Ibolova. D'accord. Le président du tribunal de grande instance, qui était le vice-président de la cour d'appel du centre à l'époque, qui venait en audience foraine à Ibolova. 89, m'a désigné pour défendre une affaire criminelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les commissions d'office. D'accord. Désignation d'office. Parce qu'en matière criminelle, les accusés ont besoin d'un avocat. Mais on a voulu tester un jeune gars sorti de l'université. Et il me désigne là et il me demande de plaider séance, de suivre les débats et de plaider séance tenante. Vous n'avez pas eu le temps d'étudier. Bon sang de bon Dieu.
J'avais pas eu le temps d'étudier le dossier. J'avais jamais même... Plaidé. Oui, plaidé. J'étais jamais venu même au tribunal. Regardez comment ça se passe et ouais. tout. Bon, quelquefois, quand j'étais étudiant, D'accord. je venais me mettre à la fenêtre pour voir comment ça se passe ou bien dans la salle pour suivre. Mais quand même, je ne m'étais jamais impliqué directement. Je venais suivre comme tout le monde. D'accord. Mais là, on m'a dit de suivre et de plaider. Bon Dieu. J'avais le tract fou. Je me suis levé comme ça et j'ai carrément tourné le dos à la foule. À la foule, à l'assistance, je voulais pas. Et quand est venu l'heure pour moi de plaider, mes lèvres se sont collées. Wow. Ma bouche est asséchée, il y avait rien à faire. J'étais bloqué. Je balbutiais. J'arrivais pas. Et je tournais le dos au public. Ça la honte. Et évidemment, c'était un fiasco. Non, heureusement, comme c'était une petite affaire, le juge avait dit, oh, c'est une petite affaire, c'est pas grave. C'est une histoire d'outrage à la pudeur. D'accord. Le gars avait déjà fait 2 ans. D'accord. Donc, on va pas quand même aller au-delà. Donc, il m'avait dit, non, c'est une petite affaire, vous suivez, vous plaidez. Mon frère, petite affaire, vous pensez bien. Mais quand même, le verdict, c'était que bon, on lui donne le temps qu'il a mis en prison et il sort. D'accord. Donc, la famille était contente que son gars soit libéré. Mais moi, je n'en menais pas large. J'ai pris ma revanche. Parce que j'avais tellement honte et les agents d'affaires là ont tellement ricané à mes dépens. Mais je ne pouvais plus marcher dans la ville. C'était la honte totale. Il fallait me venger. Ah ça? Ah oui. Et quelle est l'affaire qui vous a fait? Il m'a désigné dans 4 autres affaires et il a renvoyé pour l'audience du 20 avril 1989. Et à cette audience-là, j'ai préparé tous les dossiers là. J'ai tout préparé par écrit. J'ai mis ma plaidoirie par écrit au cas où j'ai le tract. Pour que je regarde quand même mes bords pour lire. En disant que si j'ai le tract, je me mets simplement à lire. Mais c'est là où le miracle s'est produit. Parce que j'ai tellement écrit, tellement concentré, tellement préparé ça, tellement préparé ma vengeance, que j'ai même regardé, je m'y mets ça devant mon miroir dans la chambre pour voir l'effet que ça donne. Et quand on m'a demandé donc de prendre la parole ce jour-là, j'ai commencé à lire, oui, monsieur le président, merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le procureur, etc. Miracle, c'est venu tout seul. Tout est venu exactement comme j'avais classé dans mon papier. C'est venu, j'avais les papiers en main, mais je ne m'en servais plus. Je plaidais, je parlais. Le tract était fini. J'avais pris confiance en moi. Je crois que c'est ce jour-là que je suis devenu avocat. Ah, ça? Si vous n'aviez pas été avocat? En terminale, il y avait les conseillers d'orientation qui étaient venus. Et après m'avoir examiné, ils avaient dit que je pouvais aller en lettres ou en droit. D'accord. J'ai choisi d'aller en droit parce que mon ami qui travaillait avec moi, Défaut Gabriel Legrand, avait passé le bac 1 an avant moi. J'avais échoué au bac. Elle a passé 1 an avant moi, elle est partie dans l'université, elle s'est inscrite en faculté de droit. Donc je voulais pas qu'on se sépare. Ah, je voulais pas qu'il ait en faculté de droit et moi en faculté de lettres. Ok. Et je l'ai donc suivi en faculté de droit. Une belle amitié alors. Malheureusement, Gabriel est décédé. D'ailleurs, il y a un de mes enfants qui s'appelle Défaut. D'accord. En hommage. Oui, en hommage à mon ami là. Faut pas que mon repas crame. Je suis très curieuse d'une affaire qui vous a rendu très célèbre quand même au Cameroun. Oui. C'est l'affaire des disparus de Bipanda. Ouais. On a jugé et condamné certains militaires qui étaient impliqués dans cette affaire. Bon, je comprends qu'il y a un arrière-goût d'inachevé. Le peuple veut du sang, quelquefois. On veut la viande, on va assaisonner tout ça. Un peu de piment. Au sorti de cette affaire de 19 disparus, j'ai été très réputé en fait. Faut pas que je mette trop d'eau. On va mettre cette quantité. Pour ce repas, ça devrait pouvoir suffire. Comme d'habitude, j'ai mis trop de viande. Mais
Ça me ressemble. J'avais eu une notoriété nationale et internationale. Ma notoriété avait traversé les frontières. Parce qu'il faut dire que même quand j'arrive au barreau du Cameroun, je suis déjà réputé. Je suis déjà un grand avocat. N'ajoute pas le sel. Il est déconseillé. Il est déconseillé de prendre beaucoup de sel. Donc, voilà. On va laisser mariner là. Pendant que votre marmite mijote, je vous invite à passer au salon. C'est juste devant vous. Cette photo, vraiment, je ne sais pas, elle me plaît beaucoup. C'est une photo de cours moyen 2. D'accord. J'ai fait le cours moyen 2 à l'école catholique Saint-Thomas. J'ai échoué au CEP cette année-là. Et je suis donc parti à l'école publique pour reprendre. Donc, pourquoi je parle de cette photo? À cause de ce garçon qui a attaché le boubou. Exactement. Cette photo, ce boubou est le plus beau boubou du monde. Le plus beau. C'est-à-dire que tous les enfants admiraient ça, tout le monde admirait ce boubou. Cousu par mon propre père. Ah, d'accord. Mon père est tailleur. Il a cousu ça. Jusqu'à mettre le brodé comme ça et mettre... Alors, en classe de cours moyen 2, il y a un énergumène là. Vous savez, il y a toujours des énergumènes dans la cour de récréation là. Costaud comme ça, très fort. Qui n'utilisent que leur force physique. Et moi, j'étais un gringalet comme ça. Dans la même classe que lui. Ce gars-là, il mangeait du chewing-gum, il a enlevé le chewing-gum, il est venu, il a écrasé ça sur mon habit comme ça. Il l'a écrasé. J'ai tout fait pour enlever le chewing-gum là, ça n'a pas marché. Ça ne partait pas. Oh, la m'a énervé. Vous ne connaissez pas la technique du glaçon. Vous ne connaissez pas la technique du glaçon. Est-ce qu'il y avait le glaçon? Si on est au village et vous me parlez du glaçon, les glaçons, on ne sait même pas que ça existe. Est-ce qu'il y a le frigo au village? Là, vous avez une photo de vous avec votre papa. Ah oui. Ça, nous sommes ici dans les années du cours préparatoire. Ciel préparatoire. Mon père voulait quelque chose de bien pour moi. Et donc, il a acheté mes chaussures là. Vous voyez, les chaussures en cuir. Et ma tenue là. Non, j'étais beau comme un paon. J'étais beau. Le dimanche, on va au culte. En fait. On va au culte. Et quand on revient, j'enlève tout ça, il range dans sa valise. Et il me donne ça que pour sortir. Ouais, je ne prends ça que pour sortir. Sinon, le reste du temps, j'avais mes robes shoes pour aller à l'école. C'est en 2008, et en décembre, je suis allé passer les vacances à la maison. Je suis allé passer Noël avec mon père. Et il est là sur sa machine. Parce que quand mon père, on peut dire qu'il était là pratiquement à sa retraite. C'est-à-dire qu'il n'allait plus au marché pour coudre. Mais il cousait quand même à la maison. Il continuait de coudre les petites pièces, il cousait les sacs de classe des enfants ou les sacs que la CDC utilisait pour mettre le thé de Ndjitichara. Donc c'est lui. On commandait beaucoup de sacs, il restait à la maison, il cousait beaucoup de sacs et puis on lui payait de l'argent pour ça. Et donc je suis venu. Là, ce que vous ne voyez pas sur cette photo, c'est qu'il était en train de manger les pommes pilées. Oui. Et je suis venu là le matin, je suis tombé là-dessus avec ma cuillère. Mais cette photo est également riche. Parce que avant, moi, j'habitais chez mon père. Oui. Et un jour, je suis arrivé à la maison. Mon père avait fermé ma chambre à clé et avait placé sa moto dans ma chambre et fermé à clé pour me dire que tu es déjà grand, va construire ta maison. C'était dans les années avant 2000. Oui. J'ai commencé ma maison en 2000 et en 2008, là, j'habitais déjà dedans. D'accord. Et donc, je suis venu de chez moi pour aller saluer mon père. Vous voyez un peu la symbolique, là? Alors, la prochaine photo. Vous avez un politicien de l'opposition qui va faire campagne pour l'élection présidentielle de 2011 et qui se prétend être le leader des personnes qui vivent dans les marécages. D'accord. Okay. Ça, c'était mon thème de campagne. Ok, d'accord. Je suis donc le candidat des gens qui vivent dans les marécages, dont les pauvres, les laissés pour compte. Et pour montrer comment des gens vivent là-bas, je suis allé dans... Ça, c'est en Dorbon, vers chez moi, là, au bas-fond, dans le bas-fond. D'accord. Moi, j'habite une maison bien que j'ai achetée en haut, là. Oui. Mais dans le bas-fond, là, regarde, les gens vivaient là-bas. Je suis un grand avocat, là. Hein. Oui, oui.
Je suis au tribunal pénal international. Le gars qui marche là-bas gagne 20 000 $ par mois. Waouh. Oui, c'était mon salaire. D'accord. Je gagne 20 000 $. Bon, ceux qui ont monté cette photo sont en train de vouloir montrer que moi j'étais trop pauvre à cette époque et maintenant me voici très riche. Mais en réalité, c'est le contraire. Parce que bim, en fait. Maintenant que je suis ici, je ne gagne pas 20 000 $. Hein. D'accord. Je ne gagne pas 20 000 $, ça fait 10 millions par mois. Hein. Oui, quand ça, même. c'est ce que je gagnais. Hein. J'ai commencé, quand je travaillais au tribunal pénal international, c'est ce que je gagnais. Ici, je dois faire une clarification. Beaucoup de gens confondent cette tenue à la tenue du RDPC. D'accord. Ce n'est pas la tenue du RDPC. Okay. C'est la tenue de la force de l'expérience. Ah oui, cette photo, elle est vraiment importante. C'est la photo où je reçois le bâtonnier et le conseil de l'ordre avec le ministre d'État. Mais j'avoue qu'après, il y a eu quelques incompréhensions parce que la politique a pris le dessus. La politique a eu une tendance à infioder le barreau avec les affaires du leader du MRC qui a fait en sorte que beaucoup d'avocats ont utilisé leur robe d'avocat pour faire de la politique. Mon ami Martin Camille Mime, qui est un très grand journaliste sportif. Oui, ça, on ne peut pas le lui enlever. Je ne me mêle pas de sa vie privée. Oui. Je sais qu'il a eu mal à partir avec la justice, qu'il a même écopé d'une condamnation. Et comme vous savez, je n'ai pas à juger le juge. C'est un grand journaliste que je connais depuis très longtemps. À l'époque, il était encore dans une télévision à Douala, dans une télévision qui s'est radicalisée. C'est un grand journaliste. Fo Diakotompu. Oui. Ah, ça c'est le nom que vous vous donnez sur Facebook. Oui, Fo Diakotompu. Le nom, il vient d'où? C'est un nom de chez moi. C'est une maman qui me l'a suggéré en fait. Bon, vous savez, lorsque chez nous, vous avez atteint une certaine stature, on ne peut plus vous appeler par votre nom, Jean de Dieu ou Momo, ou Papa Momo. Donc vous atteignez, on doit vous donner un autre grade, une distinction, une notabilité. Et donc ça commence même par ma famille qui cherche déjà le nom pour un nom noble, de noblesse, avec lequel on peut m'appeler désormais. Et c'est comme ça qu'on pense à ceci. Avocat, en Yamba, ma langue, c'est Nzankentompu. D'accord. C'est-à-dire celui qui libère les prisonniers, celui qui libère les esclaves. Donc l'avocat est dans le Nzankentompu. Nzankentompu. Oui. Et maintenant, comme moi je venais de l'international, j'ai de tous les avocats de chez moi, de la Menois, j'étais le seul à avoir atteint ce degré-là. C'est-à-dire à avoir atteint la statue internationale, à avoir été avocat au tribunal pénal international. Donc je suis le chef des avocats. D'accord. Donc le chef, c'est le fort. Le fort. Oui, on me donne donc le fort des avocats. D'accord. C'est donc comme ça qu'on me nomme Fo Diakotompu. Et Dieu merci, le président Paul Biya a entériné en faisant de moi ministre délégué, qui est donc le chef des avocats du Cameroun. Ah ça. Du coup, comme on est sur les réseaux sociaux, on y reste un peu. Est-ce que vous avez un community manager? Bon, j'ai eu quelques personnes qui géraient. Mais il y avait plusieurs pages. Maintenant, je n'ai qu'une seule, en fait, qui fonctionne. C'est-à-dire Fo Diakotompu, qui est accolée à Fo Diakotompu TV. D'accord. Bon, moi, je la gère avec une ou deux personnes. Du haut de mon expérience, de mon aveuglement passé, je peux indiquer aux jeunes, plus jeunes que moi, que ça, vous faites erreur, je suis passé par là, je suis tombé, j'ai glissé, je suis tombé. La voie, c'est ça. On croyait que lui, par exemple, il était le suppôt des Occidentaux. J'ai la preuve que non, que c'est un président nationaliste, patriote, qui aime son pays et qui veut préserver l'indépendance de son pays. On croyait qu'il dilapide les biens. Je puis vous assurer que non, c'est un président honnête parce qu'il a été d'abord au séminaire, né de père catéchiste. Il est très sobre, on ne lui connaît pas une richesse. Il y a des gens qui ont des immeubles, mais vous ne trouverez pas un immeuble qui appartient à Paul Biya. Il y a des gens qui vont à Genève
s'agiter et dire qu'il dépense de l'argent de l'État pour ses séjours privés, moi j'ai la preuve, étant maintenant là-bas au pouvoir, pour démentir cela, pour dire que on vous a empoisonné avec du mensonge, avec des mensonges. Paul Biya, pour les séjours officiels, c'est payé par le budget de l'État. Mais pour ses séjours privés à Genève, c'est comme ses vacances. Il y va et il paye de sa propre poche. D'accord. Même lorsqu'il étant en vacances, il travaille pour le Cameroun. Puisqu'il étant en vacances, il étant en repos, beaucoup de gens viennent le voir pour signer des contrats ou pour discuter les contrats, pour discuter les possibilités d'investissement au Cameroun. Son argent vient d'où? Les gens oublient qu'étant Premier ministre déjà en 1975, il avait déjà créé une ferme à Vormeka. Et que cette ferme, quand vous allez dans les aéroports, vous voyez sa photo dans un champ d'ananas. Les gens ne demandent pas que les ananas là sont devenus quoi? Ils transforment ces ananas en jus d'ananas et exportent à l'étranger. Ils ne vendent même pas ici au Cameroun, parce que s'ils vendent encore ici au Cameroun, vous allez dire qu'il a intérêt. Il a pris des intérêts. Il vend cher. Il a une ferme où il produit le maïs. Il a une ferme où il produit des œufs. Vous voyez Madame Chantal Biya dans sa ferme en train de prendre les œufs, de regarder ses poulets. Madame, on travaille, les gens travaillent et gagnent de l'argent. Et le temps qu'il a mis au pouvoir, avec tous ses salaires, avec tout cela, ça lui permet de payer ses séjours privés. Depuis la présidentielle de 2011, on m'enseigne déjà à l'université. C'est-à-dire, on prend déjà mon exemple en sciences politiques pour enseigner les jeunes enfants. Il ne faut pas que mon repas... Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous lever, vous allez vous diriger vers la commode juste en face de vous. Je prends... Voilà. C'est un objet de mon enfance. D'accord. C'est une calebasse. C'est une calebasse qu'on retrouve surtout au nord. Mais pourquoi je dis de mon enfance? Je suis de Bafou. Et à Bafou, il y a les Morbing, dans le Lébialem, là, où il y a une communauté Bororo. La communauté Bororo habite là-bas. Donc, elle venait, cette communauté-là, les femmes de cette communauté-là, venaient au marché de chez moi avec ces bols. Où on mettait le foufou, tout ça, et surtout le lait. Le lait de vache. D'accord. Okay. Moi, j'ai bu le lait de vache dans ça. Mais écoutez, on vous offre alors, comme ça. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai déjà trop bavardé, il ne faut pas que ma mamie crame. Moi, je goûte à la main. Comme ma mère avant moi. Je crois que c'est des réflexes qu'on acquiert dans le... N'est-ce pas, à côté de sa maman. C'est très bon. Je crois que... Je veux me féliciter un peu. Voilà, super. Donc, dans la bien commode, éteint. Où est le gaz? Il faut que je l'éteigne. Il est là. Parce qu'il faut toujours... Fermer la bouteille, sécuriser. Il faut toujours sécuriser, là, quand vous avez les enfants à la maison. Voilà. Alors, c'est bon. Donc, vous allez prendre une assiette, vous allez vous servir et on passe à table. Juste à la mort au-dessus. Voilà. Là. Voilà. Une bonne boule bien faite, là. Vous arrondissez un peu comme ça pour faire joli. C'est ça. On arrondit là pour faire un peu joli. Voilà, comme ça. Voilà. Et là... Ça a vraiment l'air très bon. Oui. Alors, bon appétit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah. Pendant que vous mangez, je me permets quand même de vous déranger encore un peu. On sait qu'à un moment donné, vous avez surfé un peu avec la musique. Et donc, vous avez arrêté complètement d'un coup. Oui. Pourquoi?
Parce que je n'étais pas vraiment venu comme musicien. D'accord. C'était une stratégie politique. C'était une stratégie de communication politique. Et il avait des rigueurs et moralisation. Et le peuple partout l'acclame. En fait, étant candidat à l'élection présidentielle de 2011, d'habitude, traditionnellement, les candidats écrivent un livre pour présenter leur programme. Alors, je me suis dit que si j'écris un livre pour présenter mon programme, j'aurais peu de chances que 2000 personnes le lisent avant l'élection. Donc, du coup, j'ai conçu l'idée de mettre mon programme politique en chanson. Et la rigueur et moralisation. Et l'écho des acclamations retentissait encore. Là, j'ai remarqué que vous n'êtes pas tout seul, donc on va laisser les enfants vous rejoindre. Oui, oui, oui. C'est fort. C'est tes petites soeurs, ton petit frère et tes petites soeurs. Vous en avez combien? Bon, on va dire une dizaine. On était content aussi de vous avoir à la maison et on espère que vous avez partagé le plaisir avec nous et que vous êtes vraiment, vous vous sentez vraiment chez vous. Ouais, ouais. Donc voilà, donc on va vous laisser manger et puis merci beaucoup de votre visite. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir soumis à cet exercice que j'aime bien, cet exercice culinaire. Et surtout, merci de faire la télévision autrement. Merci, au revoir. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.